Mesdames et messieurs, en direct de Paris, voici Vendredi Ciné. Avec Jade Baltard. Vraiment, je veux me cacher les yeux. C'est du body horror à mes yeux. Romain Aublin. Ça m'a plus intéressé que les deux premières parties du film qui sont franchement chiantes, quoi. Lucas Baltard. Les panthères ont beau mettre des rayures, ça sera pas des tigres pour autant. Avec son incroyable présentateur, Elliot Jaco. Je suis en amour total du film, donc... Vendredi Ciné, c'est parti. Hello tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode du podcast de l'année 2026. Et qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution, et donc j'ai préparé vos nouvelles résolutions pour cette année. Ne me remerciez pas. Ah, t'as Ah là là, C'est moi qui vous donne les résolutions. Oula. Je connaissais pas le concept. Alors Lucas, en nouvelle résolution cette année, tu dois arrêter de dire du mal de mon top 10 des films de 2025, car il est vraiment super chouette mon top film. Je crois que malheureusement, ça va vite être perdu. On va pas la tenir celle-là. Jade, tu dois arrêter de dire en parlant d'un film que tu l'as vu à Cannes ou à Annecy. Il y a plein d'autres villes comme Poitiers ou Besançon. Alors je comprends pas pourquoi. Autant Ok. J'avoue. Et Romain, toi, tu dois arrêter de dire qu'un film transpire le cinéma, car la transpiration, ça pue et donc c'est pas une qualité. Et puis même, on peut pas transpirer du cinéma. Enfin, je sais pas pour vous, moi je transpire pas du cinéma. Bah, c'est peut-être ça le problème. Moi je transpire Ah. de cinéma. Moi, perso, je transpire C'est du pour cinéma. ça que ton top 10 c'est de la merde. Il a pas tenu 3 secondes. Pour vous, chers auditeurs, en résolution, pour bien commencer l'année, vous pouvez nous noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permet de mettre le podcast en avant dans les algorithmes. Et vous pouvez également nous suivre sur TikTok et Instagram à @Vendredi Ciné. Et une dernière chose aussi, et promis après on commence l'épisode, en gros j'ai sorti une petite analyse du film Avatar que j'ai décliné autour de la notion du regard sur le site vendrediciné.com, super site qui a aucun Incroyable, rapport avec nous. ce site. Mais... Ouais. Aucun rapport. Moi, j'y vais tout le temps sur ce site, Zéro il est génial. Du coup, le site vendrediciné.com, il y a plein d'autres critiques. Il y en a une sur House of Dynamite. On a fait une sourcille. Et après c'est que toi qui as fait les... Ouais, c'est ça. C'est terrible. Mais ça arrive lourd. 2026. 2026, tout plein de critiques sur le site. Ah bah ça pourrait être intéressant Jade d'avoir ta première critique. Ok. Bah, ma résolution de Moi 2026, faire une critique là bientôt. Je ne sais pas encore sur quel film. Mais ce qui est chouette quand tu fais la critique par écrit, c'est que t'as pas Lucas pour te couper la parole, et ça, c'est vraiment Regarde-moi sympa, bien. quoi. Ah ouais, ça l'est. En commentaire. Regarde-moi bien trouver un moyen. En commentaire de la critique, Lucas. Voilà, maintenant que c'est dit, sacré programme aujourd'hui. On a de l'extraterrestre, de la campagne allemande, mais nous, on va commencer par une famille nombreuse, très très nombreuse, avec Father, Mother, Sister, Brother. It's wonderful to see you both. Very happy to see them on the one hand, but I just have to keep them from stirring things up. And the cousin And the grandmother. Uncle Bob. And my uncle is Uncle Bob. Ou Robert, selon Ou Robert. la nationalité. Robert. Father, Mother, Sister, Brother, nouveau film du réalisateur américain Jim Jarmusch, mais également Lion d'Or à la Mostra de Venise. 3 histoires qui parlent des relations entre des enfants adultes et leurs parents quelque peu distants, et aussi des relations entre eux. Et pour les interpréter, on a un sacré casting: Tom Waits, Adam Driver, Vicky Krieps, Kate Blanchett, Charlotte Rampling, voilà, pour ne citer que les plus connus. Lucas, pour commencer sur ce film. J'avais pas vu venir celle-là. Alors moi j'avais Il s'est déconnecté. je me suis dit en fait, Petit bug. je me suis dit vas-y, essaye de faire un truc un peu poétique et tout machin, et en fait non, j'ai pas aimé le film. D'accord. Et alors Jim Jarmusch, je crois pas avoir déjà vu un film de lui. Et bah, tu rates quelque chose, pour le coup. Et donc ça pourrait être intéressant de s'y mettre. Moi très sincèrement, je me suis pas mal ennuyé. Et bon, c'est pas tout le temps fondamentalement un problème. Là, je me suis ennuyé parce qu'il y avait pas grand chose pour moi. Il y avait pas grande matière à penser, je dirais. Et j'avais l'impression que j'avais vite fait le tour du film au bout de la première histoire, parce que le film se divise en 3 chapitres, on peut dire ça. Donc Mother, Father and Sister and Brother. 3 chapitres qui n'ont aucun... Enfin, Ouais. les gens n'ont aucun lien de parenté Ouais, c'est les ça. uns avec les autres. Ça, c'est important de le dire. Voilà, quand c'est même. ça. C'est 3 familles distinctes. Ça, c'est pas chapitre de la même histoire. Voilà. Voilà, exactement. Donc il y a quand même des choses qui peuvent être intéressantes à analyser, et il y a des trucs qui te marquent tout de suite, comme le choix de certaines focales qu'on utilise pour les gros plans, le choix de faire durer les plans. Le film s'ouvre sur une longue promenade en voiture. On est d'accord, c'est I2 C'est notamment. I2.
Ah, tu trouves ça hideux ? Les plans Les en plans en voiture, ils sont voiture. hideux. Ah mais Bah, c'est... Ah, moi, j'ai ça bien me aimé. dérange énormément, tous les Mm. plans du film en voiture. Je suis bien d'accord avec ça. C'est extrêmement J'ai laid. l'impression que c'est super plat. Et Ah bah pas sur le Dès la qu'ils scène sont- d'intro, je peux être d'accord sur le 3e chapitre où là on voit tout Paris genre et je me dis je suis déjà allé là, je faisais ça parce que je me faisais chier pour Donc, bah c'est Mais trop aussi, bien. tu regardes, Moi aussi, d'ailleurs. ça n'a mon aucun père, sens. il travaille là, Le oui. trajet n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens d'ailleurs. Ouais, Tu bah, passes de genre Gare du Nord à. Enfin, genre, il y a un moment donné, ça va Il y a un vers passage, Bastille. on est tout. Enfin, il y a- après on est à Pigalle. Oui, enfin, oui. C'est Enfin, ça, on s'en Non, branle, hein, mais, mais enfin, je veux dire, moi, donc, je suis pas forcément d'accord pour la première histoire. Je trouve que ça peut être un film qui peut être intéressant à analyser pour, voilà, de grands cinéphiles comme nous, n'est-ce pas? Mais en revanche, moi, il y a un moment où je suis un peu perdu, où je me dis, mais c'est quoi la portée? Déjà, je pense pas qu'il y ait une grande portée grand public spécialement. Et ensuite, moi, je pense être bien que j'ai fait beaucoup d'efforts, etc., je pense être passé à côté du sujet, parce que si on se dit que la famille, c'est un milieu où il y a énormément de douleur et donc on essaye de l'éviter et qu'en fait c'est un peu une obligation, c'est un peu dit explicitement dans une des histoires, de dire bah voilà, c'est un peu je vais voir mes enfants une fois par an, on s'appelle quelques fois par mois et voilà quoi, c'est un peu le deal. Et je me dis, une fois que t'as dit ça, je comprends pas bien où tu veux aller. Et donc voilà, je vous avoue que bien qu'il y ait des choix de mise en scène qui peuvent être intéressants à étudier, voilà, ça peut être cool d'y réfléchir, d'analyser. Mais moi, fondamentalement, je me suis ennuyé parce que je voyais pas, je trouvais le film un peu vain. Voilà. Et au-delà de ça, moi j'aime beaucoup le jeu d'acteur, etc. Mis à part peut-être le monsieur qui joue le papa dans la première histoire, où là je me dis, t'es insupportable, je vais devoir passer 20 minutes avec toi, ça va être long. Voilà, il y a des qualités, mais pour moi ça fait vraiment plus film d'auteur que film d'auteur en fait, tu vois. Et ce que Elliot pouvait d'ailleurs critiquer parfois je crois que c'était pour Je me prends une balle perdue là, j'ai rien demandé. Oui, mais clairement. Ah ouais, pardon, non mais ça peut arriver à tout le monde d'avoir cette impression de c'est un film d'auteur qui veut se la jouer vraiment film d'auteur quoi, Ah, tu vois. Et donc c'est un peu l'impression que j'avais sur ce film, donc voilà. c'est surtout toi qui dis ça sur des films. Tu dis ça, il y a pas besoin d'être chiant ou quoi. Oui, c'est vrai, il y a pas besoin d'être chiant. Hein. Non mais j'ai essayé de faire dire à quelqu'un quelque chose qu'il voulait pas qu'il dise. Non. Mais voilà, donc moi je suis passé un peu à côté. Et j'ai hâte de vous entendre sur ce film. Bah écoute, moi, c'est un film que j'ai trouvé très superficiel. En fait, c'est vraiment le mot qui le décrit le plus pour moi. Si on prend, tu vois, l'exemple du tout début du film. Où t'as vraiment, quand je dis le tout début du film, c'est littéralement t'as encore les titres des sociétés de production, tu vois. Vraiment, on est sur le générique du début. On a une petite musique qui s'installe, qui est une musique qu'on retrouvera à la toute fin du film. Et on a cette musique-là qui s'installe et tout. Puis d'un coup, le film commence. Et en fait, moi, je me disais, bah, souvent, quand tu commences comme ça, un film avec une musique, le but, c'est justement, bah, tu laisses durer la musique pour passer du générique vers une première scène, toujours dans cette musique-là, toujours dans cette ambiance-là. Là, rien à foutre. On coupe la musique, on repart sur une autre, on se fait une transition un peu moche, vraiment à chaque fois, les transitions entre tous les chapitres et tout, pareil, hideuse. Enfin, je trouve que c'est... Artistique. Voilà, ça fait vraiment très artsy, artsy moche pour rien. Enfin, Moi j'avoue que c'était à l'intérieur d'une boîte de nuit, je me suis dit non Jim, Il y a une personne qui danse au ralenti. non, et qui a pris de l'exta, non. Mais heureusement c'était pas ça. Non, mais bon, c'était pas beaucoup mieux. Et donc voilà, donc tout ça pour te dire, bah en gros, on t'installe plein de choses pour rien en faire d'ailleurs. Et après, pareil, pour faire une sorte de lien entre toutes les histoires, on va avoir plein d'éléments qui vont revenir. Donc on va avoir du coup notamment une expression qui est genre et Bob c'est ton oncle, ou la version British qui est genre Robert c'est ton oncle. Les Rolex. Ouais. L'eau, les skaters. Les skaters. Ah, les skaters, par contre, même moi, ça m'a. Ah, les ça m'a skaters, saoulé. c'était gênant. Je comprenais pas. Enfin, voilà. Plein de trucs comme ça. Et enfin, C'est parce qu'ils sont libres. Et nous on est Oui, dans une c'est ce qu'il société dit, hein. bien encadrée et eux ils sont libres. Vous avez compris? Pardon. Et donc, voilà, ça, c'est des trucs qu'on va te mettre en place pour finalement te montrer que, les familles, on a un peu tous les mêmes, non? Allez, c'est bon, j'en ai marre. Et donc, voilà, c'est plein de choses comme ça qu'on met en place au fur et à mesure que je trouve hyper superficielles
Et ce que je suis assez d'accord avec Lucas, ce que ça veut dire, enfin, je ne sais pas exactement les intentions de Jim Jarmusch et je prétends pas les connaître. D'ailleurs, il va venir nous les dire là. C'est parti, Jim. Bonjour Jim. Mais par contre, moi, je n'ai rien retiré de ce film. Oui, bah, je crois qu'en plus, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit oui, on choisit pas sa famille. C'est Adam Driver qui dit genre, oh, on choisit pas sa famille et tout. Mais non, sans blague. C'était ça en fait. C'est Big Flo Oli. Je reconnais. Il y a la famille, il y a celle que t'as par défaut, il y a celle que tu choisis. Je connais. Pour un pote. Mais oui, mais vraiment ici de Big Flo Oli. Mais putain. Mais en tout cas, moi, je trouve que, on va dire là-dessus, je suis d'accord avec toi que le film, je pense que c'est après un schéma, je pense, de famille où je me suis pas du tout retrouvé dans le film. Vraiment, pour moi, c'est le film qui ne prend pas sens en fait. Parce que j'ai pas ce rapport-là avec ma famille. Ah, tu penses que c'est pour ça que ça t'a pas touché ? Moi, je pense que en fait, le film m'a totalement, j'étais totalement désintéressé, détaché du propos parce que je ne ressens pas ça quand je vais voir ma famille. En fait, on a que des personnages qui vont se retrouver avec des gens qui passent un moment où c'est une obligation pour eux, où c'est entretenir du lien parce que c'est les liens du sang. Alors oui, mais il y a la troisième histoire. Ouais. Mais la troisième histoire, après, c'est un, je trouve, elle est Après plus la troisième différente. histoire fait chier aussi. Non, mais elle est plus différente. Je m'ennuie aussi, mais elle est différente des deux premières, en tout cas. Oui, mais du coup, par rapport à ce truc-là, où c'est pas une obligation, c'est vraiment un frère et une sœur qui sont très très proches, justement. Non, mais là, je parle Qui vraiment sont de là par choix. la base des deux premières histoires qui Ok. sont foncièrement les mêmes. C'est entretenir des liens avec des personnes qu'on a de sang, mais qui, en fait, ne deviennent qu'une obligation au fur et à mesure des années. Que nos chemins sont séparés, surtout dans l'histoire des trois femmes, où en fait il y a plein de non-dits, plein de tabous, et alors que la première c'est des choses qui sont plus cachées ou de l'utilisation un peu de manière Émotionnel. émotionnelle quoi, c'est ce genre-là, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a pas du tout intéressé quoi. Et justement la troisième histoire qui est qui m'a plus touché puisque j'ai une sœur et donc ce fameux rapport là de quand est-ce que on se retrouvera pour en fait chérir nos vieux souvenirs, moi je me dis mon appart, enfin l'appart de mes parents, qu'est-ce qu'on va retrouver dans les caves, dans les machins, et ça m'a plus intéressé que les deux premières parties du film qui sont franchement chiantes quoi. Peut-être juste la voiture, moi ça m'a... Parce que, alors Jim Jarmusch, je suis pas du tout incollable, hein, c'est le troisième film que je vois de lui, je sais pas combien il en a fait, mais je pense beaucoup. Pour moi, ça convoquait pas mal ce qu'il avait fait sur Stranger Than Paradise, où l'utilisation de la voiture était pour témoigner de l'errance des personnages dans un environnement urbain qu'ils connaissaient très bien. Et là, il va réutiliser ce motif de l'errance, mais pour la redécouverte. On va redécouvrir des milieux qu'on n'avait plus vus depuis très longtemps. Et du coup, c'était en ça que j'aimais bien cette idée, notamment à Paris, parce que eux, tu sentais que ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas venus ici. Et comme ils disent au revoir à l'appartement, à leurs parents qui sont tragiquement décédés, et aussi, ils vont dire au revoir à cette ville, à ces rues qu'ils ont connues. J'allais dire, lui, il vit à Paris. Oui, mais pas exactement dans les rues pareilles, tu vois. Enfin, Oui. c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais moi, à chaque fois, à chaque début d'histoire, je me pose plein de questions sur les personnages et j'en ressors, je m'en pose encore plein. C'est ça qui est dingue, je trouve, avec Jim Jarmusch, c'est qu'il aime bien, lui, travailler le silence. Et ça, c'est un truc qui peut être génial pour si jamais il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent faire des films. Mais c'est vrai que parfois, on a tendance à trop vouloir expliquer, faire ressentir au spectateur ce qu'un personnage vit à travers le dialogue, alors que parfois genre un silence ça peut pouvoir dire 5000 choses à la fois, et l'utilisation du silence est ultra précieuse, et en plus quand il va raconter du dialogue, parce que ça parle quand même pas mal dans le film, c'est là où ça peut être un peu déstabilisant, c'est que ça a beaucoup parlé de la pluie, du beau temps, mais c'est parce que c'est des personnages qui vont se cacher, parce qu'ils vont pas vouloir confronter exactement leurs émotions, leurs ressentis, et donc ils vont se cacher derrière des phrases banal, générique, T'as l'impression que tu creuses derrière les personnages, que tu ressens un peu leur psychologie. C'est ça aussi qui est bien quand tu suis des personnages qui écoutent. C'est ce que fait beaucoup Jim Jarmusch. Il s'intéresse beaucoup aux gens qui écoutent, pas ceux qui parlent. Et nous, en tant que spectateurs, on est aussi dans une position d'écoute, et donc tout comme le personnage qui écoute, tu ressens la même chose que lui. S'il ne ressent pas la même chose, tu te poses des questions, t'essayes de réfléchir. Enfin, je trouve le film est d'une immense profondeur. Et mais du coup, je pense qu'il faut vraiment embarquer dans le train, quoi, dans le manège. Ouais, comme on disait, c'est aussi une certaine conception de la famille. Et si tu l'as pas, et c'est triste, mais peut-être que nous, c'est vraiment ça qui nous a mis vraiment de côté, en retrait par rapport au film. Moi, c'est vraiment une nuance
que j'ai pu expérimenter à des moments dans ma vie. Mais cette idée de la famille, de se dire, mais là, ces gens-là, on est tous réunis parce que c'est la famille, mais s'il n'y avait pas la famille, pourquoi je resterais avec ces gens ? Quel est le lien fondamental ? Et ils vont essayer de trouver du lien. Moi, je trouve le film vachement drôle, c'est cool. Dans ma salle, ça riait pas mal aussi. Et donc parfois, ça va être dans les dialogues, dans les silences, qui vont être des moments de gêne, et ça va être très drôle. Et parfois, ça va être plus discret. Mais moi, je pense au tout début, où Adam Driver, il va porter pendant 5 minutes un carton sans savoir où le poser. Et sur la photographie, moi, je me suis noté un truc assez chouette, c'est que... dans le film, il a beaucoup tendance à centrer son sujet au milieu de l'image. Alors c'est un truc qu'on fait pas beaucoup. En général, on utilise 4 points de force, il me semble, avec des lignes, des trucs. Et là, il va toujours centrer son sujet. Et après, il va détailler son décor, son environnement autour du sujet pour faire raconter par l'environnement, par l'image, ce que peut ressentir un personnage. Et du coup, ça a également beaucoup travaillé la symétrie. Et je trouvais cette idée plutôt chouette. Mais du coup, ça peut être également très déstabilisant, surtout des plans en voiture où... là, tu vas avoir un personnage de face qui va parler à un autre personnage de face. T'as l'impression qu'ils se confrontent, mais pas vraiment. Et donc, ça peut être ultra déstabilisant. Ouais. Les plans en voiture, presque, ça me faisait penser, tu sais, aux vieux plans qu'on voyait dans les films avec la rétroprojection et tout, tu vois. Franchement, j'avais presque l'impression que c'était ça. Pourquoi chercher cette esthétique-là, ici, précisément ? Moi, je l'ai pas compris. Moi, je me suis juste dit, convoque son cinéma pour y apporter une nouvelle nuance, mais moi, ça m'a pas dérangé, honnêtement. Je suis en amour total du film. Donc, mais c'est bien. Les petits gâteaux, moi, j'étais j'en veux bien un. C'est vrai qu'ils avaient l'air bons. Alors là, l'afternoon tea, là, sympa. En plus, elles ont même pas bouffé tout, là. J'ai dit, j'avais faim. Non, elles sont pas restées longtemps. Mais si j'étais acteur, faut refaire la prise. Oh non, je suis désolé, je dois remanger du gâteau là sur cette scène, je suis désolé. Mange alors. Donc voilà, Father, Mother... Brother, bonjour. Motherfucker. Enfin bref, pardon. Waouh. Désolé. Et voilà, on est explicit content. Et voilà. J'avais réussi à me tenir jusque-là. C'est trop grave. Non, c'est grave. Cette fois-ci, direction le nord de l'Allemagne. Dans les échos du passé, on suit 4 jeunes filles à 4 époques différentes, mais dans la même ferme. Alors que la maison se transforme au fil des siècles, les échos du passé résonnent entre ces murs. Malgré les années qui les séparent, leur vie semble se répondre. Wie lange man wohl glücklich spielen kann, ohne dass es jemand merkt? Wie war das? Dieses Mädchen, wo die Mutter gestorben ist. Ouais, ça se répond. En tout cas, ça résonne. Ça serait résonne. ça résonne. Puisque la maison, elle est vachement vide, donc ça résonne beaucoup, je pense. Oui, c'est vrai qu'en termes d'écho, du coup, finalement. Ouais. Après, c'est des fermiers dans les années 40, donc j'ai envie de dire... Pas étonnant. Les échos du passé est réalisé par Masha Chilinsky. J'ai cru comprendre, Jade, c'était ton gros coup de cœur de cette semaine avec Jim Jarmusch, ça se bat là. Ah ouais, j'hésite un peu entre les deux. Non, écoute, en plus j'ai quand même préféré celui-ci à même... Jim Jarmusch. Alors oui, moi aussi. Oui, ce que j'expliquais, parce qu'en termes de notes, en fait, je disais que j'ai mis la même chose aux deux, mais que en fait, c'est plus que je trouvais qu'il y avait des choses beaucoup plus intéressantes dans celui-là. Mais juste le fait que ça dure beaucoup trop longtemps à mon goût, ça m'a fait enlever des étoiles. Parce que vraiment, j'ai l'impression qu'on m'a pris du temps de vie. et j'ai eu l'impression que le film... aspiré ton temps de vie. Oui, mais vraiment, j'ai l'impression que le film durait 5 heures, mais sans exagérer. Hein. Oui. Très très facilement. Il y avait un mec devant moi qui regardait l'heure. Et franchement, je l'ai même pas engueulé parce que j'étais en mode, je veux voir aussi. Et là, quand j'ai vu qu'il restait 1 heure de film... J'ai fait, oh là là là, comment je vais survivre à ça? J'ai fait pareil dans la salle. Moi, je fais un petit regard sur mon téléphone. Et moi, je regarde jamais l'heure pendant les films et tout. Hein, vraiment, je ne le fais jamais. Mais là, la gestion du temps est tellement spéciale en plus dans le film que t'es un peu perdu par rapport à ça. Mais ouais, tout à l'heure, Lucas, tu parlais des films qui font un peu, film d'auteur pour faire film d'auteur. Là, je trouve que c'est tellement ça, quoi. Honnêtement, je trouve que c'est tellement ça. C'est un film qui utilise des procédés très complexes et surtout, que ce soit au niveau du scénario et vraiment de la chronologie. En gros, donc, comme on disait, c'est 4 histoires qui se répondent. Sauf que, du coup, on passe d'une histoire à une autre sans aucun lien logique. Il n'y a pas les petits flashs de boîte de nuit. Ouais. Alors, il y a des bourdonnements. Oui, il y a un bourdonnement qui, en gros, c'est amené par le son. Où, en gros, t'as un focus sur un personnage. Et des fois, tu vas juste rentrer dans l'image, soit en zoom, soit en statique, pardon.
Et t'as un son derrière qui se fait émettre, un petit bourdonnement, comme si tu pourrais avoir une fin de pellicule ou quoi, qui fait zzz, ok. et ensuite tu changes d'endroit et de personnage et de temporalité. Exactement. Et donc ça rend la compréhension du film très complexe. Après, je pense qu'il y a plein de choses où c'est vraiment voulu, notamment, moi, un des trucs qui m'a marqué, c'est qu'il y a un personnage qui est amputé, donc qui a perdu une jambe. Et enfin, c'est une des premières scènes en plus, on voit cette jambe-là amputée. Et en fait, tout le truc, au début, moi, j'avais vraiment pas compris pourquoi. Même à un moment, tu vois comment ça s'est passé. Et pour le coup, j'avais toujours pas compris pourquoi au moment où ça s'est passé et tout. Et c'est genre après 2 heures de film où tu fais « Ah, ok, d'accord. » Parce que t'as aucun... En termes du coup, de chronologie et tout, genre, tu as du mal quand même à te situer à plein d'endroits. Surtout au niveau du temps, c'est-à-dire en quelle année tu te trouves exactement. T'as zéro info là-dessus. Ouais, et honnêtement, c'est compliqué de savoir. Enfin, t'as pas des repères temporels très clairs. Pareil au niveau en fait, juste de la mise en contexte de tout. De la partie la plus récente avec nous parce qu'ils sont des téléphones. Oui, ils ont et des la AirPods partie et tout juste à un d'avant moment. où tu sens que t'es vachement dans les années 80. C'est ça. Mais avec avant les ça, habits. c'est un peu... Mais avant ça, je comprends. C'est ça. Et donc, il y a quelque chose de juste extrêmement flou qui m'a perdu tout le long. Et Enfin, voilà, il y a des trucs que j'ai compris. Notamment, du coup, c'est beaucoup dans l'histoire des femmes dans la grande histoire. Parce que, par exemple, il y a plein de contextes, donc de guerre, etc. Bien sûr, on est à les années 40, en Allemagne. C'était pas trop fun. voilà. Et donc... Il me semble que c'est une époque où on construisait des autoroutes, on construisait des immeubles, etc. Je crois qu'il y avait plein de bonnes choses, donc pardon, mais je petite parenthèse. Merci Lucas. mais donc il y a des trucs qui ont... Enfin, c'est un film qui a été assez documenté en fait, et du coup il y a des trucs qui sont vraiment arrivés, genre notamment ils expliquaient, c'est pas du coup un spoil vu que c'est l'histoire, dans cette région-là d'Allemagne, pendant les années 40, les femmes allaient se noyer dans les lacs et tout pour éviter d'être violées par les soldats allemands. Donc voilà, on a tout ce truc-là, et à chaque fois c'est que des histoires de femmes comme ça, et souvent d'enfants. Donc c'est costaud, hein. Les amis, je vous le dis, on voit des choses, voilà, et c'est très cru. Non, c'est vraiment juste un visionnage inconfortable dans tous les sens du terme, et je pense que j'ai pas compris la moitié du film, honnêtement. Et voilà quoi. Non, ça m'a pas du tout séduite. J'étais vraiment très déçue. Ouais, je pense que le film, je pense que plus tard, je pense qu'il mériterait un second visionnage avec plus d'informations, avec de la réflexion. Je pense que après ce film aussi, je l'ai vu hier, donc j'ai l'impression que j'ai pas encore assez digéré le truc. Mais je pense que le récit, il y a pas cette envie d'être vraiment linéaire et tout. Je pense que c'est totalement voulu, et je pense que ça sert le film, moi, que on ait ces passages-là qui soient tu sais pas, enfin, tu viens dans une histoire, tu repars après l'histoire que t'as vue avant. Donc en gros, on revient sur le passé de l'histoire qui était déjà au passé. Puis des fois, en plus, t'as des personnages, enfin honnêtement, moi, il y a des personnages, ils se ressemblent, tu vois. Donc du coup, des fois, si t'as pas, par exemple, en termes de tenue et tout, un truc très clair, des fois, moi, je confonds. Enfin, au tout début, surtout, moi, je confondais les trucs et tout. Je me disais, attends, on est dans quelle époque, là? C'est quelle génération, ça? Puis, tu comprends pas les liens non plus dans la famille. Mais enfin, justement, tu comprends que c'est une grande famille. c'est ça, c'est un truc super large. Et en fait, c'est que des personnages qui font partie d'une même famille qui se croisent jamais. En gros, aucun personnage, que ce soit dans le passé ou dans le futur, ne va croiser ni même parler du personnage du passé. Enfin, des gens du passé. Et moi, je pense que c'est un film qui a énormément de clés qu'on n'a peut-être pas en tant que Français. Je pense que c'est un film qui parle énormément, qui parlerait, je pense, beaucoup plus à quelqu'un qui vit en Allemagne et qui a toute cette histoire absolument... c'est déconnant le nombre de trucs qui s'est passé en Allemagne aussi. Mais tu vois, je pense que c'est un truc de clé aussi. Mais je trouve que le film parle beaucoup du rapport à la mort et de son rapport avec les femmes. Alors, juste le rapport à la mort, franchement, il y a un moment donné, ça en devenait... C'est horrible, j'ai ri nerveusement. Parce que, en fait... Scène de la petite. Alors, non, mais en fait, oui, notamment... Celle-là, moi, j'ai en gros... tordu les boyaux, celle-là. Non, mais en fait, c'est ça, c'est que...
au bout d'un moment, il y avait tellement de gens qui mouraient que juste ça me faisait rire, quoi. Parce que j'étais en mode, mais c'est absurde, genre, il y a des gens qui meurent tout le temps, là. Et tu voyais juste des femmes comme ça qui mouraient. C'est comme la fin d'Avatar 3. Tout à fait. Non, mais c'est vraiment, tu fais le truc, tu fais, mais c'est pas possible, genre. Et pourtant. Et tu comprends, encore une fois, c'est, tu vois, de trauma intergénérationnel qui se résout jamais, etc. Donc, toutes les femmes, en plus, meurent beaucoup de la même manière et tout. Mais bon, je sais pas. Je me suis dit, bah, on a compris, quoi. Enfin... Et moi, surtout, ce que je voulais sortir du film, c'est surtout sa mise en scène, que je trouve absolument phénoménale, en fait. Il y a beaucoup d'idées qui sont super bien utilisées. En gros, pour vous expliquer le contexte, le film, c'est un peu comme s'il était filmé par un fantôme. Donc, en gros, on aurait le fantôme qui réside dans cet endroit, dans cette vieille ferme familiale, qui suivrait absolument tous les personnages. Et c'est une caméra qui est flottante, qui va s'intéresser à des tout petits interstices, qui va se glisser dans des serrures, qui va se glisser dans des... par exemple, il y a une grange dans cette grande ferme. Il y a une toute petite interstice entre deux planches qui font la truc. Et t'as des scènes absolument clés du film qui se passent là-dedans. Par exemple, c'est là où on apprend que le mec s'est fait couper la jambe. Et c'est par ces tout petits interstices-là qui font des grandes révélations. C'est-à-dire que quand tu vas arriver dans des scènes, donc comme je disais tout à l'heure, c'est un peu compliqué, mais tu vas arriver dans le passé de l'histoire qu'on t'a montré au passé, qui même à des moments paraissent très documentaires, où t'as un maximum de grains sur l'image, ou quand ils font par exemple la photo de famille, avec et ils font plusieurs photos de famille comme ça, dont des photos post-mortem. C'est absolument horrible. La photo avec la fille. Et avant celle ça, qui se suicide sous quand elle coud. quand elle coud ses yeux pour les s'ouvrir. C'est un gros plan. Un film d'horreur là. Oui, en vrai, alors il y avait vraiment des moments, ça faisait très passages. body horror parce que notamment ça, en gros, c'est vraiment juste un gros Ça plan. mérite un second visionnage selon Romain. Donc, C'est vraiment un Mais gros avec plus de plan dix. sur les yeux d'un cadavre. Et on voit, mais il y a pas de coupe, il y a rien. On voit juste quelqu'un qui coud comme ça son œil. Ouais. C'est horrible. Vraiment, je me cachais les yeux. C'est du body horror à mes yeux. C'est vraiment une scène de body horror. Ouais. Mais moi perso, j'étais vraiment subjugué par la mise en scène et les mouvements de caméra. Je trouve que c'est ce que j'ai beaucoup plus ressenti dans le film que les récits des personnages. C'est vraiment le comment. Et donc, on finit cet épisode par une touche de nostalgie. On retombe dans grosse les années nostalgie. 80 avec un vélo magique qu'on a tous rêvé d'avoir et un étrange extraterrestre qui cherche à rentrer chez lui. E.T. phone home. It's too bumpy. We'll have to walk from here. Pourquoi étrange? C'est raciste envers les extraterrestres, ça, c'est raciste. Il est tout à fait normal cet extraterrestre. En même temps, comment tu qualifierais un Il n'y a pas extraterrestre trop de normal? comparaison du coup. Enfin, Étrange bizarre. par rapport à. Ouais, par c'est rapport ça. à Aux l'idée autres qu'on avait d'un extraterrestre, Ouais, du coup, ouais. il est pas vert, Ouais. après, il ressemble un peu à mais l'idée. il du ressemble coup, un peu à un extraterrestre. Hein. Donc en gros, il est étrange parce qu'il est d'une autre couleur que l'idée que je C'est disais. pas Ou alors peut-être qu'il est ouais. étrange parce que juste il ressemble pas à quoi que ce soit qu'on connaisse. Peut-être. Ouais, mais du coup, étrange extraterrestre, c'est presque un pléonasme, quoi. Intéressant. Nous E.T. reviendrons plus en l'extraterrestre, réalisé par Steven Spielberg, est sorti en 1982. Alors pourquoi on en parle aujourd'hui Pourquoi? Mais d'où ça sort ça, Elliot? Explique-nous. On a un peu de retard. On en parle à travers le film. Alors c'est parce que le film a eu le droit cette semaine à une réédition Blu-ray chez Universal Pictures, l'occasion de découvrir ou redécouvrir ce classique du cinéma américain et de la filmographie de son réalisateur. Alors Romain, est-ce que t'es retombé dans l'enfance avec ce film? Mais ce film, à chaque fois que je vois une petite scène ou un petit moment avec ce petit Elliot, par hasard, J'ai pas aimé. mais ça me fait retomber en enfance tout de suite parce que je pense que c'est le premier film de Spielberg que j'ai dû voir. E.T. c'est clairement un récit qui fait fantasmer les enfants, quoi. Ce truc d'avoir cet alien qui tombe comme ça du ciel dans ton jardin et qui se retrouve à être pris aux mains d'un grand complot et tout. T'as ce truc où moi je sais pas, quand je me faisais des histoires petits, il y avait ce truc de un grand complot et tout, et en fait mes personnages ils doivent devenir les héros et combattre le complot pour parvenir à je sais pas la victoire, quoi.
Et pour moi, c'est vraiment de la pure nostalgie. Donc le film, je l'avais pas revu depuis. Donc la dernière fois que je l'ai vu, c'était peut-être après l'été, quoi, à la rentrée. Ouais, depuis, il y a plein d'images qui me restent en tête. Moi, c'est surtout la musique qui me fait replonger directement dans le film et qui est absolument génial. John Williams qui fait un travail absolument monstrueux. Comme d'habitude, en fait, ce mec, je sais pas comment il fait. Et ouais, ce film, c'est de la pure nostalgie pour enfants, quoi. Mais moi, du coup, je l'avais pas vu depuis très longtemps. Je pense que quand j'ai. Ah, tu l'as vu à sa sortie, toi? Ouais, c'est ça. J'ai dû le voir très jeune et après, je voulais plus le revoir parce que j'avais un peu une image de que E.T. c'était un film uniquement pour les enfants. Et aussi, j'avais le souvenir que j'avais beaucoup pleuré, que ça m'avait détruit. C'est peut-être pour ça que tu pouvais pas le revoir plus tôt. La scène de fin. Et donc, pendant un moment, je voulais pas le voir. Et là, bon, je me suis dit, ok, peut-être que je peux me permettre de le revoir et peut-être que je vais pas trop pleurer tout le temps. Et T'es un grand garçon maintenant. Ouais. Et ouais, en le revoyant, alors c'est toujours intéressant de découvrir des classiques de Spielberg parce qu'il y a toujours plein de trucs à dire, à voir. C'est des films que nous on a découvert petits, mais petit tu te rends pas compte de tout, de comment il arrive à mettre en place grâce à son découpage, etc. À te garder émerveillé, même quand moi je l'ai vu ce matin, donc j'ai 27 piges. Et tu t'arrives à retomber en enfance effectivement. Et il arrive parce qu'en fait à travers la mise en scène il crée quelque chose de très ludique. Il est vachement dans le jeu en fait. À un moment où il y a la mère qui entend un truc, qui cherche du coup dans le placard où se cache E.T., tu vois, et elle va regarder et en fait E.T. se cache parmi les autres peluches de Elliot. Et en fait la caméra elle fait comme le regard de la mère, la caméra elle cherche, mais c'est pas non plus un POV, mais juste elle cherche, tu vois, parmi les nous, et elle s'arrête pas sur E.T. la caméra, elle continue. Tu vois, et donc t'es tout le temps, et ça c'est un principe de mise en scène que tu retrouves tout au long du film et qui fait que il continue à te tenir émerveillé parce que tout le temps c'est ludique, tu dis ah où est-ce que je dois chercher, etc. Tu vois, et même si je me trompe pas, le film est filmé d'ailleurs à hauteur d'enfant, ce qui fait que les adultes ont souvent le visage coupé ou exactement, tu vois juste les jambes. Mais au-delà de, enfin tu pourrais dire oui c'est juste parce qu'ils filment à hauteur d'enfant, mais en fait jusqu'à très tard dans le film tu vois pas les adultes ou leur visage, tu les vois pas en entier sauf la maman qui est toujours bien cadré quoi, mais il y a un moment il y a un gros plan sur le mec qui cherche l'alien et il met sa main devant son visage, donc là t'es pas à hauteur d'enfant mais tu vois que un bout d'œil en fait et tu vois, et donc t'as ce truc de c'est les méchants et les méchants ils ont pas vraiment de visage, etc. et au bout d'un moment on va mettre un visage sur ce type et en fait il est super sympa et en fait il est pas méchant du tout, tu vois, et donc c'est un regard, donc en fait c'est là où il est fort, c'est que il arrive à c'est des principes de mise en scène qui sont très simples, pas forcément à mettre en place, tu vois, il faut avoir l'idée, etc. bien sûr, mais je veux dire, en le regardant, tu te dis ah bah oui, c'est comme ça qu'il arrive à faire, et il arrive à te mettre dans la tête d'un enfant, quoi. Donc pour ça c'est super, et évidemment comme tu disais la musique et tout, c'est très chouette. Moi je trouve que le film il vit plutôt bien. Non mais c'est bien vrai, joué, Steven. Bien. Non mais je trouve que les effets spéciaux sont plutôt de bonne facture, parce que vraiment bien vu. Mis à part quand les gosses ils volent en vélo et tout, là ouais ça a mal vieilli quoi, c'est et vraiment... en même temps c'est le oui, charme, c'est le charme, mais là effectivement quand tu le vois tu te dis ah oui je sais que le gosse là il est pas vraiment en l'air. Ça marche pour la première fois où t'as le classique plan où il est devant la lune, ça c'est très bien, mais après pour la suite un peu moins, et c'est chouette, et puis même voir ce garçon qui se fait bully au début et puis après qu'il arrive à retrouver une bande de potes, et puis tout le film est un peu sur, bon il y a toujours le classique dans les films de Spielberg, il n'y a pas de papa, où le papa c'est un con, il est perdu, etc. Là il n'y en a pas, donc t'as toujours ce manque là, et du coup il dit, enfin faut qu'il dise au revoir à son père, accepter le fait que son père il est séparé de sa mère et qu'il va moins le voir là, et en même temps il va devoir se séparer de l'alien de E.T. au moment et devoir lui dire au revoir, tu vois. Peut-être qu'il y a un lien, je sais pas, peut-être on sait peut-être pas. qu'il y a un truc à chercher, tu vois. Peut-être que c'est un symbole du divorce, parce que Spielberg est traumatisé du divorce. Peut-être c'est pas traumatisé, peut-être. Mais on quoi sait pas. Il a pas fait beaucoup de films là-dessus en plus. Non, je crois pas qu'il ait fait. En tout cas, là, c'est vraiment son film où il parle, ou son unique film où il parle du divorce de ses parents. Oui, bien sûr. Il y a les dents de la mer. Ouais. Et je crois qu'il y a La Guerre des Mondes aussi. La Guerre des Mondes, il y a aussi Rencontre du troisième type. De Fableman. Oui, The c'est peut-être Fableman, encore plus. Comme ça, The Fableman. Ouais, c'est un peu plus direct, quoi. Ouais, C'est bah je crois, ouais. Un peu moins En tout cas, ouais, il en parle des fois. Voilà. Ça lui arrive. Mais en tout cas, ce qui est toujours cool, c'est qu'il arrive à te faire des mondes où t'as l'impression que t'as que les enfants qui existent, et même qu'il arrive à transiger les lois. À la fin, t'as cette course poursuite où c'est vraiment un fantasme d'enfant où de se dire, ok, je transgresse toutes les règles, je vais en vélo, tu vois, les voitures de flics essayent de me rattraper, etc.
etc. Et c'est vraiment ça, c'est Peter Pan. Comme si le mec il pouvait faire Peter Pan. Ah bah c'est pas qu'il a réalisé un Peter Pan en fait. Hein. Il a fait Hook. Mais Oui. C'est fou ça. Hein. Donc voilà, je vous laisse parler, mais moi j'étais agréablement surpris. Et voilà, il y a tellement de trucs à dire en vrai niveau mise en scène, c'est toujours hyper intéressant. Donc voilà, c'est top. ouais, c'est bizarrement, tu vois, c'est pas un film qui m'avait marqué à l'époque et qui m'avait spécialement touché. Voilà, je pense que tu pourrais plus que moi, tu vois, ce moment-là, quand on l'a vu ensemble. Regarde-le là. Ah non, mais. Je vous tiens au défi de. Non, mais je doute pas que c'est génial, mais juste mon Ouais, regard d'enfant n'était pas. Mais moi aussi, enfin vraiment, j'en avais pas un souvenir incroyable. Puis en plus, c'est ce genre de film, on en parle tellement. Ah oui, Ouais. c'est tellement énorme. Je veux dire, Ouais, c'est ça. l'image, le plan de T.S. Eliot qui est face à la lune, enfin avec la lune en arrière-plan, c'est devenu Une référence. une qui référence. dans C'est un plein de truc qui me films. plombe. Voilà, exactement. Donc même la fin quand le vaisseau il se barre et que ça fait un arc-en-ciel, je me suis dit ah mais attends, Arco a fondé tout son Ah bah oui, pour le coup, Arco, oui, il y a une petite influence d'E.T. incroyable. Petite. Minuscule même. Moi, pour rebondir, parce que Lucas, il a dit des choses plutôt justes sur le film. Mais non. C'est vrai que Putain, pour une fois. Sans crier. Hein. Et tu vois, tu peux. C'est ça Ouais, que quand tu dois t'aimes, retenir quand pour cette tu année. aimes, tu peux ne pas. Quand t'aimes pas, par contre, c'est dur. donc le film, je l'avais vu petit, je l'avais revu au cinéma. Et c'est vrai que quand je l'ai revu, il y avait tout plein de lectures qui s'offraient à toi et que tu ne découvres pas en fait quand t'es enfant. Normal, j'ai envie de dire. C'est un film qui est assez sombre au final, parce que donc effectivement ça vient parler du divorce. Donc tu disais que E.T. et Elliot ils vont se retrouver séparés un moment, tout comme Elliot s'est retrouvé séparé de son père, mais E.T. il a été séparé des siens aussi. Et ça c'est ultra triste la première fois que t'as le vaisseau qui part sans E.T. et il se fait direct chasser par la police. Tu te dis mais l'amour dans ce monde là il est mais Tu veux un mouchoir, Lucas? Mais je me dis, mais comment on nous a montré ça petit? c'est Moi, que- ça me broie le cœur. Mais justement, parce qu'on n'avait pas cette lecture-là. et même Ce qui est génial. et même bah donc si tu prends E.T. comme comme une figure métaphorique, t'as quand même Elliot qui fugue, tu vois, à un moment, et donc en fait ça va parler quand même de thèmes ultra complexes mais adaptés pour des enfants, et c'est en ça que c'est ultra chouette de réussir à créer comme ça du langage, et tout comme un langage peut se créer entre E.T. qui parle une autre langue et Elliot. Et d'ailleurs ça c'est magnifique, je trouve, cette amitié comme ça entre les deux sans langage, quoi. Ils parlent jamais vraiment la même langue. Il y a juste à la toute fin où il dit un truc, mais j'ai oublié le truc, mais Il lui dit je serai toujours. ouais, avec je toi. serai ouais, Et je il lui serai- montre oh là 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 là. il lui montre sa tête. C'est dingue. Et ouais, du coup, le film réussit comme ça à parler à toutes les générations, et ça, je pense, c'est le signe d'un film qui est très réussi, de réussir comme ça, autant à traverser les âges et à parler à tout le monde. Ce film, tu peux le voir quand t'as 5 ans. Peut-être pas 5 ans. Ce film, tu peux le voir quand t'as 8 ans, tu peux le redécouvrir maintenant à 20 ans, tu peux le redécouvrir en tant que parent aussi, parce que les parents vont avoir une place très importante, même si tu vas pas les voir complètement. Enfin, si, la mère, tu vas la voir, mais je veux dire, les adultes dans ce monde, c'est des méchants, parce que t'es du point de vue des enfants. Les scientifiques, ils font peur, c'est des monstres, les scientifiques. La première fois qu'ils débarquent, tu te dis, c'est eux les aliens ici. Et oui, enfin, il y a plein de scènes qui sont ultra tristes, je m'en rappelle encore. Le moment où, donc, quand E.T. est séparé de Elliot, en fait, en gros, ils deviennent tous les deux malades, je sais plus trop pourquoi. Soit E.T. soit Elliot va crever, mais les deux... quand ils sont tous les deux, ils essayent de réanimer, C'est ça. ils essayent de les soigner, etc. Et parce que E.T. au bout d'un moment, quand ça fait trop longtemps qu'il est éloigné du vaisseau mère, etc., lui, il commence à devenir bah malade. oui. Et comme Elliot ressent tout ce que E.T. ressent, Mm. ils sont tous les deux malades. Et donc t'as ce truc où mais putain mais oh genre l'autre il dit stay, enfin ils arrivent à parler que en mots comme ça, stay, go, etc., tu vois. Et donc pour Elliot enfin comment dire, il est là, il est sur le lit allongé, il y a E.T. qui est en train de mourir et il lui dit stay, et putain il a t'es là, putain. Et puis même après, je viens de me rendre compte, mais en fait, dans la scène finale, t'as la mère qui tombe à genoux. Ouais. Et qui du coup se retrouve en fait à cette vision d'enfant et à pleurer C'est justement tout, cette ouais. relation qui a émergé Ah, de c'est bien vu. rien. Bien vu. Et qui non et même tu sais qu'elle est là, en plus elle pleure, le père à côté il comprend rien, il est là C'est pas le père, c'est le gars qui essaie oui de- enfin Ouais. oui, oui c'est vrai, mais en tout cas il est là enfin il a pas la conscience de la relation qu'ils entretiennent, et donc la mère elle en fait à la fin on comprend que elle a compris
pourquoi Elliot tenait tant à E.T., Oui, etc. bien sûr. et ainsi de suite, pourquoi les deux sont reliés. Pour cet enfant, en fait, donc être séparé de ses parents et vivre ce traumatisme comme ça, et en plus se ressentir très seul parce que incompris, en fait, l'imaginaire, donc E.T. va un peu devenir aussi une sorte d'ami imaginaire, cet imaginaire-là va devenir son refuge. En comprenant E.T., elle va comprendre exactement ce que vit cet enfant. Et ça, bah, c'est du génie, voilà. Bah oui, c'est du génie. Il y a une scène où, en fait, au début, ils expliquent à la petite fille, parce qu'il y a une toute petite, enfin, c'est une fratrie, et donc il y a une petite sœur et la petite sœur. C'est Drew Et Barrymore, il lui explique, petite eh ben, sœur tu peux Barrymore. pas le dire à maman parce que elle peut pas le voir, les adultes peuvent pas voir E.T. Ouais. Et il y a un moment où la gosse, elle essaye de lui dire, non mais regarde l'extraterrestre qui est à côté de moi, et elle fait des trucs d'adulte. Oui, oui, Elle range les courses, Ouais. tu vois. Et donc elle est là, et à chaque fois, E.T. est là, elle fait non, mais je peux pas et tout. E.T. il passe derrière elle, il fait tu vois. Et t'as un moment, il a son drap de fantôme, et elle prend une photo. E.T. il fait, il s'écroule, tu vois, il tombe par terre. Et il dit cheese, et E.T. fait cheese, avec sa voix d'alien, tu vois. Et ça tu devrais dire, en fait, tu vois bien que c'est pas ta fille là. Et c'est ça qui est vachement fou. Mais franchement, je pensais pas aimer à ce point-là, quoi. C'est vraiment fantastique. Littéralement, genre. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de le revoir. Bah, il est Vraiment. loué en Et vrai. il me semble, enfin alors j'ai peur de dire une bêtise parce que je suis pas du tout un pro en termes de science-fiction, mais dans les années 80, avoir un film de science-fiction comme ça, qui parlait autant aux enfants, fable ça jolie, n'existe pas, voire très rare, émotionnelle, hein. La enfin, rencontre du troisième type, c'était un peu c'est un peu plus sombre, c'est pour les c'était adultes. plus sombre. Ouais, il me semblait que ça avait quand même un côté un peu enfantin. Il arrive à simplifier les trucs quand même. Et oui, mais c'est sûr, j'ai pas souvenir d'énormément de trucs de SF faits pour les enfants. Et il y a beaucoup de refs à Star Wars aussi, hein, dans le film là. Il y a Yoda à un moment, et il y a E.T. qui fait maison, et il y a Yoda qui le regarde, frérot, t'es intelligent. Voilà, en tout cas, E.T. l'extraterrestre, Ouais. n'hésitez pas à aller le redécouvrir. Petit film. Blu-ray. Petit film, qu'on vous recommande bien évidemment. Pépite. Ouais. Et quant à nous, on arrive à la fin de Ah cet non. épisode. Fuck that shit. Je pense qu'en vrai, on pourrait reparler des échos du passé pendant 4 heures avec Romain. Vous pensez? Et avec Lucas, on écoute. En vrai, Moi, oui, je pense en pas. vrai, en vrai, je pense. Mais avant de se quitter, on peut faire un tour des recommandations. Ah, mais du coup, je commence. Moi, petit jeu très sympa auquel on a joué avec Roro qui s'appelle Peak, qui est édité par Agro Crab. Donc, c'est le studio derrière Another Crab Treasure dont j'avais parlé, qui est le jeu de bagarre, enfin de Soul-like avec un petit crabe. Bref. Peak, le principe, c'est que tu pars avec tes potes, t'es une bande de scouts, et ton avion se crache sur une île déserte, et ton but, c'est de rejoindre le haut, la pointe de l'île. Mais sauf qu'il va y avoir des soucis. Et voilà, il va y avoir des pièges, faut pas tomber parce que sinon tu meurs. Faut toujours rester ensemble, faut gérer ton endurance, faut gérer ta faim, faut gérer ton eau. Et voilà, c'est un petit jeu indé très 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 cool. Franchement, ça, bah avec Roro, on a fait des parties. Enfin, surtout lui, il a fait des parties. Lui, il est très fort. Avec Jordan, on est explosé, on le regardait juste jouer quoi. Mais franchement, le jeu il coûte 3-4 euros. Ça fait des petites parties très sympas. Il y a une DA très cartoon. Et pourtant, le jeu est vraiment dur. Pourtant, vous allez galérer. C'est vrai. Et ce qui est marrant en plus, c'est que dans le jeu, t'as un chat vocal de proximité. Ce qui fait que parfois, genre, si tu vois un gars tomber, genre, tu vas l'entendre faire Ah. J'essaie de faire J'aime bien. l'audio. Moi j'ai une petite reco, c'est une petite série là, que j'ai commencé il y a 2-3 jours, qui s'appelle His and Hers, donc une série sur Netflix avec au casting John Bertnall et Tessa Thompson. Donc c'est une histoire tirée d'un petit bouquin sur une femme qui meurt dans les bois dans le Minnesota il me semble, de coups de couteau, et le flic se retrouve, donc avec John Bertnall qui joue le flic, se retrouve à enquêter sur le meurtre de cette femme, et Tessa Thompson est une journaliste, ex-mari de ce policier, qui revient dans la ville pour couvrir l'affaire. Et donc le film, il y a plein d'autres, enfin ça s'entremêle à droite et à gauche, je trouve que le plot est plutôt sympa, et j'attends de voir la résolution. C'est une petite série en 8 épisodes, 6 épisodes, pardon. 6 épisodes de entre 40 et 45 minutes. Sur Netflix, ouais. Moi, j'aime bien John Bertnall. Et j'adore cet acteur. C'est le gars qui fait Punisher. Ouais. Ah. Et Il joue dans Baby Driver aussi. Il faut savoir que John Bertnall est un excellent ami de Alain Chabat. ah oui, Mais ouais, non. c'est vrai. Oui, Si. oui, ils sont très potes. Ils sont vachement potes. Ils ont joué tous les deux dans le New Musée 2. Ouais. Voilà. Voilà. Et ça a créé une belle Mais ils sont, amitié. non, mais ils sont vraiment super potes par contre, hein. C'est
C'est vrai. C'est vrai que C'est une histoire vraie. J'adore. le casting de la nuit au musée 2, il y a Rami Malek, John Bertal, Alain Chabat et Robin Williams. Improbable. Éclectique. Ouais, je vais vous recommander Baby Driver. Ah. Ouais, parce que c'est un de mes films préf mais j'avais mis mais j'ai mis un moment avant de le revoir. Ça faisait 3 ans je pense que je l'avais pas vu parce que je voulais pas épuiser le film non plus et là j'en avais besoin parce que c'était la rentrée et tout. C'est dur, hein. C'était trop dur gros. J'ai mis Baby Driver et ça allait mieux et moi à chaque fois que je le revois je me dis que c'est quand même une dinguerie. C'est plus qu'un exercice de style pour moi. Après c'est des personnages que j'aime bien. Rien que le mec qui est passionné de musique mais surtout qui vit de la musique et il fait des enregistrements et tout alors qu'il fait des braquages et il fait des remixes, tu vois. Moi c'est des personnages que j'adore quoi. Et au-delà de ça il y a toujours des trucs que je découvre, comme quand à un moment il va pour braquer une banque, il va faire des repérages dans une banque et la caissière lui dit ah oui, une chanson qu'elle aime bien. Et elle dit que il parle d'une chanteuse, j'ai plus le nom en tête. Il dit c'était une dame très sage et elle cite des paroles et les paroles c'est tout le monde cherche le bonheur mais pour avoir l'arc-en-ciel il faut la pluie. Dernier braquage, la flotte qui tombe. Le dernier plan du film, il y a un arc-en-ciel. Et je me dis, c'est des trucs tout bêtes, mais Edgar Wright, il s'y arrête pas, il te filme pas l'arc-en-ciel comme ça, tu vois. Juste, c'est un clin d'œil, tu vois. Avec la musique en fond. Voilà, avec la musique en fond. Non, c'est vraiment. Et le fond, titre qui apparaît voilà, c'est ça. dans le ciel. Et non, c'est des personnages que j'adore, j'ai l'impression. Enfin, c'est. Voilà quoi, donc un petit bonbon pour moi et ceux qui l'ont pas vu, je vous invite vraiment à le voir parce que c'est très cool et puis en plus de ça le montage et les scènes d'action sont calés sur les musiques, c'est le gros principe du film. J'ai regardé les bonus, ils ont dit je sais pas comment on a fait. Genre t'as les cascadeurs et tout qui disaient ok donc là en fait on doit faire un dérapage et tout mais il faut que ça aille sur la musique. Oui, parce qu'il me semble, il me semble, si je dis pas de bêtises, il tournait en écoutant la musique. En fait, et c'est ce qui était hyper intéressant. Il disait Edgar Wright, en gros, il avait 4 chansons déjà en tête avant d'écrire quoi que ce soit. Hein. Et il s'est dit, ok, donc ça va tourner autour de ces musiques. Donc il fallait avoir les droits pour toutes les musiques. Et pendant les scènes, les acteurs, ils écoutaient les chansons et en même temps, parfois sur certaines scènes, ils les chantaient et tout. Mais effectivement, le gros travail de dire, ok, faut que tu fasses chaque mouvement, faut que ce soit en rythme par rapport à la musique. Ouais, frère, une dinguerie quoi. Et au final, ça donne un gros putain de banger, si vous voulez mon avis. Et voilà pour cette semaine. C'est déjà pas mal. Semaine riche en famille. À nous, la semaine prochaine, on sera plus au taquet, on verra tous les films. Puis il y a la famille de cette semaine, en tout cas, on a bien parlé là, c'est bon. Thérapie familiale. On a quoi la semaine prochaine déjà? Vous avez le super film avec Gérard Butler. Non, pas Gérard. C'est Greenland Migration. À cause de vous, je me retrouve à voir tous les films de Gérard. J'ai vu la Mayday à cause de Romain. Là, j'ai vu Criminal Squad, je sais pas quoi. Criminal Pantera Squad, mais écoute. Criminal Squad Pantera. À cause de vous, chaque fois que Gérard sort un film, je suis obligé de le voir au cinéma. Après, il a dit la plus belle réplique de l'histoire du cinéma. Les panthères ont beau mettre des rayures, ça sera pas des tigres pour autant. T'es un banger. Vraiment, c'est une grosse. Allez, on clôture là-dessus. On clôture là-dessus. Rendez-vous la semaine prochaine. On vous fait des gros bisous. Prenez soin de vous et de vos proches et de votre famille. C'est le thème de cette semaine. Bye tout le monde. Bisous. Et bisous. Et la bise.